Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes, France Bleu Provence et la Provence pour notre grand débat. Un débat consacré à la 4e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, celle que tout le monde regarde avec nos confrères de France Bleu Provence. Bonjour Laurent Grollet. Bonjour Thierry. Merci à vous d'être avec nous. Et Lilian Renard de la Provence. Bonjour Lilian. Bonjour. Merci également d'être avec nous. La 4e circonscription, c'est celle du centre-ville de la cité phocéenne, des 1er, 2e et 3e arrondissements, et partie des 5e et 6e arrondissements de la ville de Marseille. 20 candidats, 5 sont présents sur notre plateau. Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Patrick Menucci pour le Parti Socialiste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Corinne Versini pour La République En Marche. Merci madame d'avoir accepté également notre invitation. Jeanne Marty pour le Front National. Bonjour madame, merci d'être là. Et enfin Solange Biaggi pour Les Républicains. Merci à tous les 5 donc d'avoir accepté cette unique débat sur cette 4e circonscription. 5 candidats donc soumis à la règle de l'égalité du temps de parole et je vous demande de la respecter, à peu près approximativement 9 minutes par candidat. Une circonscription scrutée par la presse nationale depuis que vous, Jean-Luc Mélenchon, avez annoncé votre candidature ici, scrutée et commentée. Nous avons recueilli quelques témoignages. Je vous propose immédiatement de les écouter et puis nous réagirons juste après. Que pensez-vous du parachutage de Mélenchon ? En soi, j'en pense pas grand-chose. Après, j'aime bien l'idée de me dire qu'on puisse être partout chez soi. Donc voilà, ça me pose pas de questions particulières ou de problèmes en particulier. Un discours qui est intéressant, mais aussi populiste que les autres, quoi, en fait. Je crois qu'il profite des circonstances et de la situation, et je ne suis pas certain qu'il s'occupera vraiment bien de notre circonscription s'il est élu. Ça, c'est mon point de vue, qui n'engage que moi. Là, j'aurais qu'un mot, opportuniste. Il a calculé l'endroit où il avait le plus de chances d'être élu. C'est pas très honorable. Tant mieux, parce que c'est une personne qui met la priorité sur la culture, et ça, je pense que c'est important aussi. Alors Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu, il y a beaucoup d'électeurs qui parlent de parachutage, et puis il y a une autre personne qui dit qu'il a choisi une circonscription très à gauche, c'est même la plus à gauche du département des Bouches-du-Rhône, et effectivement vous avez réalisé un très bon score au premier tour, 39% des voix. C'est également une circonscription où le Front National est relativement faible, moins de 15%, c'est le score le plus faible de ce même département et en particulier de la ville de Marseille. Alors finalement, pourquoi ici et pas dans les quartiers nord de la cité phocéenne pour défier le Front National? Voyons. Eh bien, d'abord parce que dans ces quartiers, il y avait, à notre avis collectif, quelqu'un dont la candidature nous paraissait particulièrement efficace dans l'hypothèse où nous finirions par l'emporter. C'est celle de Madame Sarah Swahili, qui est un concentré de ce qu'on peut espérer de meilleur pour la jeunesse de notre pays dans la performance sportive et dans la performance intellectuelle. Quant au reste, si vous voulez bien, les mots parachutés, tout ça. Je suis partout chez moi, monsieur, depuis 1962, où j'ai posé le pied sur la terre de France pour la première fois à Marseille. Et on va donc laisser ça de côté. La véritable question de l'ambiance de cette élection, ce n'est pas ma personne, ni aucun d'entre nous ici. C'est de savoir si les citoyens de ce pays vont trouver normal qu'il ait fallu attendre 4 jours avant le premier tour pour savoir qu'il y aurait un bouleversement absolu et total de la situation juridique au travail de 18 millions de personnes qui se verraient remettre en cause leur contrat de travail, leur durée de travail, leur paye. Et deuxièmement, s'il est normal qu'on ait attendu 3 jours avant. Écoutez, si vous me permettez, je reprends votre question. 3 jours avant pour savoir que le Premier ministre a l'intention d'introduire la totalité de l'état d'urgence dans le droit commun. Ça, ce sont des questions. Si vous permettez, ce sont des questions auxquelles nous consacrerons des chapitres entiers. Donc on va y revenir sur la partie. Oui, mais en tout cas, elles sont posées, voilà. Vous avez répondu. Pour la 7e circonscription,
Vous auriez pu également vous présenter dans la 7e circonscription. Oui, c'est une décision qui a été prise parce qu'on pensait que c'était ce qui correspondait le mieux à l'objectif que nous nous donnons, que je peux résumer. Il nous a semblé que parmi toutes les grandes villes de France où je suis arrivé en tête, Marseille c'était le cas, mais c'était le cas au Havre ou ailleurs, c'était à Marseille qu'il fallait venir pour en porter la voix, puisque c'est un petit concentré du pays devant l'Assemblée nationale. Et je m'empresse de dire que je ne suis pas venu ici pour contrer les intentions de M. Menucci, pour qui j'ai du respect, je tiens à le dire, et je considère que c'est un homme engagé, comme pour vous tous, mais comme pour vous tous. Je ne suis l'ennemi de personne, je suis un concurrent, un adversaire qui porte en lui un programme, l'avenir en commun, mais je ne vise pas vos personnes. Alors, Patrick Menucci, et je vous donne juste la parole après Laurent Grellet, un PS à moins de 9% dans cette circonscription dont vous êtes le député sortant. Est-ce que vous n'avez pas finalement le sentiment d'incarner un parti dont les gens ne veulent plus, c'est-à-dire une espèce de politique à l'ancienne? Et je vous poserai la même question tout à l'heure, Solange Biaggi. Le Parti socialiste est incontestablement en difficulté, mais il est dans cette circonscription l'un des endroits où il résiste le mieux en termes de militants, en termes d'organisation. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup du parachutage de Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, quand il dit « je peux me présenter », il a parfaitement raison, on peut se présenter n'importe où. Simplement, je crois que quand on vient dans un endroit, il faut, bien sûr, quand on est député, parler de l'Assemblée nationale et des lois qui vont s'y faire, mais il faut aussi, je crois, avoir quelques mots d'amour, de compréhension pour l'endroit où on est, pas simplement des éléments qui peuvent ressembler un peu parfois à ce que dirait un touriste. Moi, rien ne m'empêchera de dire que je trouve que M. Mélenchon est instable dans ses choix électoraux. Après, c'est son droit absolu de l'être. Moi, les deux désaccords que j'ai avec lui, fondamentaux, au moment où nous parlons, c'est le premier choix, c'est justement son non-choix pour les élections présidentielles, quand il n'a pas voulu, passant un peu en quelque sorte d'insoumis à indécis, où il n'a pas voulu faire le choix entre le président de la République, qui ne l'était pas encore, M. Macron, et les fascistes. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, vous ne pouvez absolument pas le nier. Vous pouvez effectivement donner des explications, dire que vous avez dit pas une voix pour le Front National, tout ça est exact. Mais vous n'avez pas fait le choix en prononçant le nom de celui qui devait faire le score le plus important pour renvoyer le Front National au plus bas possible, comme il est d'ailleurs dans cette circonscription, autour de 14%. Je suis d'accord. J'ai dit à bas Madame Le Pen, je n'ai pas dit vive Monsieur Macron. Vous avez raison. Je considère, Monsieur Mélenchon, que sur ce point, nous avons un désaccord profond. Et le deuxième, si vous permettez, peut-être deuxième point. Et le deuxième point, c'est la conception du rôle de parlementaire. Et je crois que là, on se renvoie directement à la question marseillaise. Moi, c'est pas que je suis un parlementaire local, c'est pas que je suis l'élu local, c'est que j'ai essayé, dans mon mandat pendant 5 ans, de faire avancer Marseille et la circonscription. Je veux dire 2-3 choses. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon sait où c'est, mais on a relancé la L2 qui était arrêtée grâce à la venue de M. Ayrault. On a réussi à faire prendre une décision qui est la réhabilitation totale de la gare Saint-Charles, avec 2 milliards d'investissement qui a été un choix de la commission Duron. Beaucoup d'autres choses, l'argent pour les écoles, la défiscalisation des commerçants dans le centre-ville. Tout ça, c'est un travail qu'on fait en même temps qu'on est député. Et moi, je veux continuer à faire ce travail parce que je sais que Jean-Luc Mélenchon ne le fera pas et Mme Versini non plus, parce qu'elle se contentera de défendre les intérêts du MEDEF à l'Assemblée nationale. Laurent Grellet et après Corinne Versini, vous pourrez répondre. Patrick Menucci, des dossiers locaux marseillais. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir fait une campagne de terrain ou une campagne un petit peu en pointillé? C'est vrai qu'on vous a vu à Marseille, mais pas tous les jours. Vous êtes chef de parti également. Est-ce que ça vous a pas un petit peu handicapé finalement? Non. Je suis un responsable national. Je me dois à mes amis dans tout le pays. J'ai été à Marseille chaque semaine 3 jours. J'y ai défendu mon point de vue national. Et je vous prie de considérer que les Marseillaises et les Marseillais, comme tous les Français, savent que leurs problèmes du quotidien sont directement reliés à des questions nationales, des questions de budget. Quant à ce qu'a dit... oui, bien sûr. Donc prenez par exemple les écoles. Vous voyez, je veux dire, sur les écoles, ce qui nous manque... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je termine mon propos. Rapidement.
je termine rapidement. Les problèmes locaux, je ne les méconnais pas lorsque je m'y trouve, mais je n'essaierai de faire croire à personne qu'en 15 jours ou en 3 semaines, j'aurai compris la substantifique moelle de chacun de ces problèmes. Ils vont venir, si je suis élu, je les traiterai, je tâcherai d'être aussi efficace que possible. Mais je voudrais que les questions nationales ne soient pas méprisées, parce que c'est elles qui sont responsables du reste. On n'est pas en train d'élire un conseiller. Et on a prévu de vous en poser beaucoup. Madame Biaggi, même question qu'à Patrick Mennucci. François Fillon fait à peine 10% dans cette circonscription-là. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'incarner, alors pas vous, un Tweety personné, mais est-ce que vous représentez en tant que parti politique une politique à l'ancienne, dont les gens ne veulent plus? Alors moi, d'abord, je voulais vous dire que j'aimerais qu'on arrête cette campagne médiatique et qu'on s'occupe de cette 4e circonscription, qui est le centre-ville de Marseille, et qui est vraiment une circonscription fondamentale et très importante pour la ville de Marseille, qui doit être le centre de la métropole et qui est la 2e ville de France, et que je veux porter la parole des habitants de cette circonscription à Paris. Pour vous dire, par rapport à François Fillon, pour répondre à votre question, vous avez dit tout à l'heure que je représentais les Républicains. Je suis la candidate des Républicains du centre, de l'UDI. Mais oui, mais c'est très important. C'est très important parce que je représente toute cette partie de la droite qui est à Marseille et dans cette circonscription. Quelle droite aujourd'hui vous incarnez? La droite qui est prête à travailler avec le président de la République, ou celle qui... Moi, j'incarne la droite. Moi, mon parti, c'est Marseille. Et ma ville et mon circonscription, je bégaye, c'est Marseille. Moi, je représente la droite que j'ai toujours représentée depuis 15 ans avec Jean-Claude Gaudin. Et c'est une droite, vous savez, populaire. C'est une droite qui correspond à beaucoup de gens. Et ça, je l'incarne. Et ça, je le défends. Et je veux défendre ça. Et si je défends, et si je me suis présentée dans cette 4e circonscription, parce que ça a été un choix personnel depuis 2012, c'est parce que je crois en cette circonscription. Ce serait dramatique si un élu, un député qui est élu là, ou une députée, et j'espère que ce sera une, pour moi, ne s'occupe pas des habitants et de la 4e circonscription, avec des enjeux nationaux. Moi, dans mon programme, j'y reviendrai, j'ai 4 enjeux nationaux, et je vous le redirai. Laurent Grollet, pour Corinne Versini. Corinne Versini, vous découvrez l'antre politique. Un tiers des candidats de La République En Marche sont des novices. Et pourtant, un sondage vous place déjà dans le peloton de tête. Est-ce qu'on n'est pas en train de signer, vous allez me dire que non, un chèque en blanc pour 5 ans à des candidats qui sont novices? Novices en politique, parce que moi, ça fait 40 ans que je travaille quand même, donc je tenais à le rappeler. Moi, je me suis présentée sur Marseille parce que j'aime la ville de Marseille, et ça m'agace un petit peu qu'on prenne tout le temps Marseille comme un laboratoire. Marseille, c'est une ville unique, c'est pas un laboratoire, on est là pour travailler. Quant à être la candidate du MEDEF, j'ai pas la tête de la baronne Sellière, je regrette. Et je ne l'ai jamais. Vous êtes bien membre de l'UPE 13. Non, je ne le suis plus, j'ai dû démissionner, été, monsieur. Oui, très récemment. Je me suis... Oui, absolument. Récemment, madame. Mais pourquoi ne pas dire la vérité? Les électeurs doivent savoir que vous êtes une des responsables du MEDEF de ce département. Si vous permettez que je finisse de parler, monsieur Mennucci, je ne vous ai pas interrompu. Mais il ne faut pas mentir, madame. Mais je ne suis pas candidate du MEDEF, je n'ai jamais adhéré au MEDEF, j'étais à l'UPE 13, j'étais à la CPME 13 avant. Je suis une petite patronne, parce que j'ai que 18 employés, c'est une PME. Alors je ne suis ni la baronne Sellière, ni Carlos Ghosn, voyez-vous. Mais moi, j'ai des fins de mois difficiles. Vous savez que l'UPE 13 dans les Bouches-du-Rhône et le MEDEF. Vous n'allez pas faire croire le contraire. Moi, j'ai des fins de mois difficiles. Quand je fais les salaires de mes employés, j'ai du mal. J'ai même défendu mes employés jusqu'à aller faire un sitting dans une banque, parce que mes employés, c'est une équipe. Nous sommes tous ensemble. Et je vis ce que vivent à la fois les commerçants et les artisans de Marseille tous les jours, parce qu'ils ont du mal à faire leurs charges, ils ont du mal à faire leur salaire, et moi je vis ça. Donc je ne me considère absolument pas comme un grand patron. Et si j'ai adhéré à une confédération syndicale patronale, j'ai été déléguée syndicale avant, parce que j'étais salariée, j'étais déléguée syndicale, et après j'ai été dans une confédération patronale, parce que je considère que l'union fait la force. Oui, autant dire la vérité, c'est mieux.
Mais je l'ai toujours dit. Mais non, Et vous avez dit que vous n'étiez pas membre du MEDEF, et maintenant vous venez de dire que vous... Monsieur Minucci, si vous ne connaissez pas les arcanes du MEDEF... Si, je les connais parfaitement, madame. Ah bah oui, mais je connais même tous les fonds qui interviennent dans l'entreprise. On va entendre... Donc, si je peux finir, j'ai toujours défendu mes salariés. Et Madame Marty. Et j'ai essayé de défendre, en fait, de développer l'économie locale parce que je veux défendre mon territoire. Donc, avant même d'être engagée en politique, je travaillais déjà sur le territoire pour défendre le territoire et bâtir une nouvelle filière, parce qu'il y a des filières économiques qui apparaissent, et la France doit se positionner parce qu'elle a les capacités d'être leader mondial sur ces filières-là. Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens du MEDEF dans ce gouvernement et dans les candidats. Je ne vais pas vous en faire le reproche. Madame Marty n'a pas encore pris la parole, s'il vous plaît. Madame Marty, on voit que se développe un débat autour du rôle du député. Quel serait le rôle d'un député Front National dans une circonscription qui, à l'évidence, n'attend pas le Front National et dans une campagne où le Front National a un peu disparu? Alors vous, qu'est-ce que vous proposez? Je pense déjà qu'il faut faire très attention quand vous parlez de disparition du Front National. Il était, je vous rappelle, quand même au deuxième tour des présidentielles, donc ce n'est pas rien et ce n'est en tout cas pas une disparition. Juste une petite parenthèse aussi, Monsieur Minucci a employé le terme de fasciste. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu raisonnable et ne pas manquer de respect aux 11 millions d'électeurs. Ceci étant dit, on ne peut pas traiter les électeurs de fascistes quand ils votent Front National. Je n'ai pas parlé d'électeurs, j'ai parlé des dirigeants du Front National. Je peux terminer parce que je pense que je suis très en retard sur mon temps de parole. Je le répète, les dirigeants du Front National sont des fascistes. S'il vous plaît. Et puis nous aussi. Je voudrais essayer de ramener ce débat qui est surmédiatisé sur des personnes, hein, on vient de le dire, je voudrais le ramener sur les problématiques qui se posent dans cette circonscription. On n'a pas parlé là de cette circonscription à 2 vitesses que vous défendez pour certains, donc avec une façade plutôt maritime entre le Vieux-Port et le Mucem, et tout le reste des quartiers qui sont en grande paupérisation, qui ont une misère sociale et de formation. Il y a des gros problèmes d'école, hein, je ne peux pas vous le remettre à l'esprit, je pense que vous l'avez tous. Donc je pense qu'il faut arrêter de médiatiser les allées, venues, les parachutages ou pas des uns et des autres, et parler réellement des problématiques de cette circonscription. Vous n'avez pas été déçu que Marine Le Pen ne vienne pas vous soutenir Je pense que Marine Le Pen a vraiment autre chose à faire. Et je pense aussi que... Elle est la dirigeante du Front National. Oui, tout à fait. Elle est la dirigeante du Front National. Elle a aussi une circonscription à travailler, on va dire. Et je pense aussi que, bien que M. Mélenchon ait dit qu'il était aussi responsable national, je pense que Marine Le Pen fait confiance à ses candidats et s'occupe de sa circonscription et me laisse, avec des encouragements, je peux vous assurer, de nombreux textos et de nombreux coups de fil, elle me laisse, avec sa confiance, travailler ma circonscription. Madame Biaggi, s'il vous plaît, je voudrais rebondir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Se pose une question aujourd'hui pour tous les candidats de la droite. Comment vont-ils se situer par rapport à la future majorité, si elle existe? Si, elle a répondu. Non, mais laissez-moi répondre, monsieur. C'est gentil, monsieur Mélenchon. Madame Biaggi. Madame Biaggi, ne répondez pas, monsieur Mélenchon, à faire le débat. C'est gentil, monsieur Mélenchon. Alors, vous avez un défenseur inattendu. Vous avez répondu, vous êtes macroniste. Voilà. Alors, êtes-vous macroniste? Non, monsieur Mélenchon, je ne suis pas macroniste. Je suis une droite. Je suis une droite, je veux dire, de Marseille. Mon parti, je vous l'ai dit, c'est Marseille. Monsieur Fillon a fait un score qui est de 10,5, mais monsieur Fillon, il a fait dans cette circonscription pas un très bon score. Moi, ce que je sais, c'est que aux dernières élections municipales, je fais 25%, et aux dernières élections en 2012, c'est vrai que je connaissais à peine ce secteur et je suis arrivée, je faisais presque 15%. Donc moi, je représente cette droite marseillaise qui a toujours été une droite. Celle de Bruno Gilles qui dit pas d'accord avec le gouvernement, celle de Bruno Gilles ou celle de Renaud Muselier qui va soutenir un candidat de La République En Marche dans le département des Alpes-Maritimes. François Baroin, il est venu en plus dans ma circonscription, il est venu dans ma permanence, et je suis vraiment derrière lui. Et ce que je voulais redire par rapport au parachutage et par rapport à cette circonscription, toujours pareil, qui est vraiment fondamentale pour cette ville de Marseille. Monsieur Mélenchon, c'est gentil de me défendre, vous êtes bien sympathique, mais quand même, vous arrivez dans cette circonscription, vous mettez vous arrivez avec votre micro, votre petite estrade, les 30 personnes, j'ai eu peur pour vous, hein, à la place Carrefour, parce que vous avez failli mourir, là, ils vous ont enfermé contre le kiosque à Jourdan, voilà. Mais vous n'avez pas du tout le sentiment, ce que revivent les gens sur le secteur. Vous avez, nous, tous les jours, les gens nous connaissent, les gens nous parlent, les gens nous...
Voilà, mais non, ils ne me parlent pas un peu trop. Je connais leurs problématiques. Et c'est vraiment l'essence même de la ville de Marseille. Madame Marty, quand vous faites campagne dans cette circonscription-là, où visiblement le Front National a du mal, hein, c'est factuel, il suffit de regarder les chiffres, qu'est-ce que les gens vous disent et quel message finalement vous essayez de leur faire passer ? Les gens, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de rencontres à travers des visites de marché, à travers des réunions publiques, où j'ai été étonnée moi-même de la bonne prise, entre guillemets, de nos idées. Les gens me disent qu'il faut un peu plus s'occuper de leurs problématiques, de leur quotidien. Nous avons beaucoup, dans cette circonscription, je le rappelle, qui contient les arrondissements classés en communes les plus paupérisés de France. Donc je pense que nous avons un message de bon sens, sans aucun doute, à porter, loin peut-être des grandes préoccupations, certes nationales, et qu'il faut rejoindre, bien sûr, mais nous avons surtout des voies de proximité, j'allais dire. Je pense que dans cette circonscription, plus qu'ailleurs, les hommes politiques ne renouent aucune relation de confiance avec leurs électeurs. Justement, vous avez évoqué le terme de précarité, et vous le savez, hein, c'est une circonscription, cette 4e, qui se caractérise par une population dont les revenus sont les plus faibles de la cité phocéenne et un taux de chômage qui, par endroits, il y a des poches qui dépassent les 60% de chômeurs. Sur ce sujet, écoutons quelques réactions et évidemment, nous réagirons juste après. Écoutons-les. Quelle priorité pour ce territoire? La propreté, la sécurité et surtout la reconnaissance entre l'ensemble des communautés qui doivent vivre de manière équitable et équilibrée sur le territoire marseillais. Le 3e arrondissement de Marseille, c'est, me semble-t-il, le quartier le plus pauvre d'Europe, donc avec une population qui est extrêmement en difficulté. Donc il ne faut pas des discours, il faut de l'action. Le vivre ensemble. Voilà. On a quand même un sentiment que les politiques publiques ici ne sont pas très présentes, quoi. Voilà. Il y a un peu un sentiment d'abandon. Lilian Renard de la Provence pour Corinne Versini. Oui, on le voyait dans le reportage, ce sentiment d'abandon, de déclassement est sans doute plus prégnant ici que partout ailleurs en France peut-être. Donc c'est ici aussi que parmi les dispositifs prévus par le gouvernement aujourd'hui, on va analyser quelle est la réalité du dédoublement des classes, de la suppression de la taxe d'habitation, de la CSG et, premier chantier lancé hier, de la loi travail. On y revient. Donc vous, Madame Versini, pouvez-vous nous dire en quoi cette loi travail, cette flexibilité dans les entreprises peut, selon vous, correspondre aux besoins d'une population qui, comme l'a dit Thierry Bézir, parfois est à 60% sans emploi? L'objectif de la loi travail, qui va être négociée avec les syndicats, je le rappelle, il ne faut pas mépriser les syndicats parce qu'ils ont un rôle à jouer fondamental. Et je pense que messieurs Berger, Mailly et Martinez sont des hommes de responsabilité et ils vont jouer leur rôle pleinement, ils vont négocier avec le gouvernement. Et je pense que ce sera... Est-ce que c'est une solution pour ces quartiers en situation de déclassement? Parce que ça permet de libéraliser, de libérer l'emploi. De libérer l'emploi de façon à ce que... oui, voilà. Attendez, laissez finir Madame Versini, on viendra... Vous voulez jouer sur les mots comme ça? Je ne joue pas sur les mots, vous venez de le prononcer, Madame. Oui, voilà. Eh bien, libéraliser et libérer l'emploi... Assumez-le. J'assume, mais moi j'assume. Mais comme ça c'est clair, c'est bien. Voilà. Et donc, mais nous avons déjà lancé des actions précédemment, justement avec des autres chefs d'entreprise, parce que ce dont nous avons besoin surtout pour arriver à l'emploi, c'est des formations. Et donc, nous allons lancer une école au cœur de la circonscription, sur Euromed, oui, qui formera 300 jeunes à partir de l'année prochaine au métier de l'informatique. Et ça, sur l'école avant. Très bien. C'est une initiative privée que nous allons faire. Et ça fait partie des initiatives que nous allons pouvoir prendre justement en libérant un peu le travail. Sur cette question-là, la loi travail, telle qu'elle vient d'être présentée. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, cette loi-là, vous voulez la parole, on vous la donne. On ne discute même pas, on s'y oppose définitivement, on ne rentre même pas dans la concertation avec les syndicats. On commence d'abord par observer que le mécanisme prévoit 2 concertations par syndicat, mais aucune participation du Parlement, si ce n'est pour dire oui ou non. Mais le pouvoir parlementaire, ce n'est pas oui ou non. Le Code du travail est le résultat d'un siècle et demi de négociations et de compromis. Chaque page est écrite avec des droits arrachés. Admettez que c'est quand même énorme de voir que le Parlement ne se prononcera pas sur un seul amendement, ni une seule ligne. C'est le principe des ordonnances.
Oui, ben en effet, mais une fois qu'on a dit que c'est le principe des ordonnances, on constate que le principe des ordonnances n'est pas un principe très démocratique. C'est énorme, rendez-vous compte, jusqu'aux questions d'hygiène et de sécurité. Maintenant, sont en cause le contrat de travail, sa durée. Mais vous avez posé une question sur l'emploi, la précarité. La solution des solutions à tout, c'est l'emploi aujourd'hui. Il faut créer des milliers d'emplois dans ce pays, et alors on respirera. Pas en facilitant les conditions de licenciement, c'est absurde, mais en injectant de quoi faire redémarrer la machine. Marseille est la vitrine type de ce que peut être l'économie de la mer. Et la machine, notamment, ce ne sont pas écoutez, les entreprises. Je suis stupéfait de voir que quand je suis venu ici, il y a 11 ans, pour poser le problème de l'ouverture d'un lycée de la mer, maintenant que vous allez avoir un atelier de réparation, que la forme 10 s'est remis en route et que tout le reste du port va être en activité, vous avez besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Comme vous ne l'avez pas, parce qu'il n'y a pas de lycée de la mer, parce qu'il n'y a aucune prévision ni planification de l'emploi, vous êtes obligé de faire venir des travailleurs détachés d'Italie, dont la seule présence ici est ruine pour le système social de ce pays. Donc, la solution numéro 1, c'est l'économie de la mer. Je termine là-dessus. Mais c'est est-ce qu'on peut parler un peu, est-ce qu'on peut parler des habitants de cette circonscription et refaire... Les habitants, on vous donne la parole juste après. On vous donne la parole. Laissez M. Mélenchon terminer, s'il vous plaît. Je n'en disconviens pas, puisque je dis qu'il faut des installations pour l'économie de la mer. Mais votre gouvernement... Bien, pardon, madame, laissez-moi juste pour finir, pour que les gens arrivent à suivre. Le Premier ministre... Très bien, monsieur, les gens. Merci, madame. Le Premier ministre et le Président de la République prévoient 50 milliards de retrait d'argent public dans l'économie. Moi, je propose d'injecter 100 milliards, notamment dans l'économie de la mer, et en particulier pour passer aux 100% d'énergie renouvelable. Et ça donnera plusieurs centaines de millions, de milliers et de millions d'emplois dans tous les domaines qui sont touchés par la transition. L'économie de la mer que vous évoquez, le lycée de la mer qui n'a pas été fait. Patrick Menucci, vous n'avez pas fait le job pendant ces 5 ans? Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je ne crois pas que la question était là. La question de cette ville, et c'est là où j'ai un désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, quand il dit tous les problèmes de Marseille se régleront partout pareil, à Marseille, à Aix, ou à la frontière belge, ou en Bretagne. Non, il y a des particularités ici. Et je veux en citer une, où on attend que le futur gouvernement, et où il faut que le parlementaire, le député travaille. C'est la question de la métropole. Pourquoi avons-nous fait cette métropole? Quelle est, au fond, la raison centrale? C'est parce que nous avons 5 bassins d'emploi dans les Bouches-du-Rhône qui ne sont pas reliés entre eux. Et aujourd'hui, quand on habite à la Belle de Mai, on ne peut pas aller travailler à Fos-sur-Mer, ou alors on prend une voiture tous les jours, et très rapidement, on peut y aller en voiture, madame. Ah oui, mais c'est très compliqué. Mais c'est très compliqué. Donc, on a tous les bassins d'emploi qui sont dispersés. Donc, l'objectif pour l'emploi, peut-être je vais vous faire sourire, mais la première chose à faire ici pour l'emploi, c'est d'assurer des transports qui permettent aux salariés d'Aubagne d'aller à Salon de Provence, de Marseille d'aller à Fos-sur-Mer, c'est-à-dire de permettre, comme ce que vous connaissez très bien dans la banlieue parisienne, la possibilité de rentrer dans vous et les autres, dans une station de métro et de se retrouver 1 heure après devant une entreprise. Ça, c'est un élément décisif. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup contribué à la création de la métropole et que, comme député, je souhaite être à l'Assemblée nationale pour pouvoir poursuivre et notamment pour unir le département et la métropole. Et j'ai remarqué d'ailleurs que c'était une des positions du président de la République. S'il va au bout sur cette question, je soutiendrai cela parce que je crois que c'est très important d'avoir une seule structure entre la métropole et le département. Monsieur Menucci, pas sûr que le transport fasse partie des compétences d'un député. Revenons à ces compétences-là. Mais oui, ça fait partie de la métropole. Madame Marty, sur la loi travail, restons sur la loi travail, s'il vous plaît. Qu'il y avait Jean-Claude 2 secondes, s'il vous plaît. Restons sur la loi travail, monsieur le président. On va rester sur la loi travail. Mais heureusement qu'il y avait Jean-Claude Gaudin. S'il vous plaît, Madame Marty, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez Allez, est-ce qu'on peut parler sur ce plateau, comme on continue cette campagne surmédiatisée entre 2 personnes. Donc, écoutez, là, oui. Vous avez la parole. Voilà. Prenez-la. Donc, pour en revenir, oui, tout à fait. Pour en revenir à ce qui vient d'être dit, je tiens quand même à dire que, d'abord, il me semble que sur ce territoire, sur cette circonscription, il faut arrêter de remodeler le paysage social en la
laissant tous les pouvoirs à la puissance privée. Vous venez de parler d'un lycée qui serait financé et qui serait privé. Je pense que sincèrement... J'ai dit que c'était une initiative privée. C'est pas la même chose. Voilà, donc excusez-moi. Elle est pour le libéralisme quand c'est privé, et l'étatisation... On laisse finir. Donc la première chose, avant de parler d'emploi, il me semble qu'il faudrait vraiment remettre le système scolaire sur pied à Marseille, notamment dans cette circonscription-là où, je vous rappelle, il manque énormément d'écoles. Et nous parlions aussi du projet du président de la République de dédoubler certaines classes. L'interrogation, sur le papier, ça peut être une très bonne chose. Après, je me demande, comme par exemple l'école du Boulevard National ou l'école dans la rue Félix Piat, comment fait-on pour dédoubler des classes où je rappelle que les enfants sont déjà à 40, 50 par classe, ou dans la plupart... Non, monsieur Menucci. 27, 28 par classe, c'est le chiffre. Ce n'est pas vrai. Mais madame, vous n'allez pas dire qu'il y a 40 enfants par classe. Monsieur Menucci, je peux garder la parole? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas 40 enfants par classe. Monsieur Menucci, s'il vous plaît. Mais on peut faire... Dans l'école maternelle, dans la plupart des écoles maternelles, il faut quand même savoir qu'il manque cruellement de dortoirs. C'est-à-dire que les jeunes enfants ne peuvent pas dormir parce que les locaux sont pris pour y faire classe. Donc c'est cette problématique ensuite du manque de scolarisation dans ces arrondissements-là. On la retrouve évidemment au niveau des manques de formation. Et les jeunes arrivent sur le marché du travail sans formation et pas du tout préparés à l'emploi. Donc je pense que pour créer de l'emploi, il faut arrêter peut-être de voir, bien sûr, au niveau national, les lois doivent être mises en place. Je suis d'accord et c'est le rôle d'un député. Mais peut-être aussi, quand tous les programmes de rénovation urbaine ou d'urbanisation de ces secteurs-là, il faudrait exiger, et donc là, peut-être il y a des lois à faire, exiger que ces réalisations incluent dedans des écoles, des groupes scolaires. Lilian, pour Mme Versini. Attendez, mais je vous pourrais êtes parler. d'accord avec mon idée d'économie de la mer. Moi, je l'ai lu dans le programme de Mme Le Pen, elle me l'a repris. Et toi aussi, tu étais pour. Oui. Donc on est d'accord. Mais on c'est est ça la d'accord. bonne idée, Voilà. les amis. Parce que c'est comme ça qu'on entraîne tout le reste. Oui, 100 milliards, il faut mettre dans le Mais avant d'arriver à ce lycée, c'est vrai qu'il faut des formations. Madame Versini et Madame Biaggi, juste après. Non. Oui, mais tout est important. C'est très important. Toutes les questions sont importantes et on aimerait pouvoir... Madame Versini, Lilian Renard et Madame Biaggi, juste après. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous parlerez autant que les autres. Peut-être pour poursuivre sur l'école, le projet de dédoubler effectivement les classes en zone prioritaire, ça pourrait concerner plusieurs dizaines de classes dans cette circonscription-là. 40. 70 même. 70, et c'est tout le troisième arrondissement. Comment gère-t-on effectivement le déficit de locaux? Comment gère-t-on la pénurie, la difficulté, l'insalubrité parfois des écoles marseillaises qui sont engagées dans un plan de rénovation? Et qu'est-ce que Ne vous inquiétez pas, j'ai des réponses. Il va falloir accélérer ce plan de rénovation. Je pense que les Marseillais sont des gens courageux qui vont se relever les manches avec nous et il faut dynamiser toutes les initiatives. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on attend tout de l'État et que tout doit... Qu'est-ce que ça veut dire dynamiser les initiatives, Madame Versini? Pour les écoles... Non, monsieur, c'est pas très drôle. Non, parce que franchement, les gens souffrent de ce déficit d'école. Oui, mais vous ne pouvez pas leur répondre qu'ils vont se retrousser les manches et construire les écoles. Pas non, du pas tout. tout du Mais monde non plus. justement, on va dynamiser cette équipe parce qu'on sait qu'ici, justement, il y a des problématiques d'école et tout le monde est au courant. Et croyez-moi que j'en parle souvent au national parce qu'ils savent très bien que c'est ici qu'il va falloir qu'on démarre ce genre de choses. Et on va le faire sur 2 ans. Comment vous allez faire? On va le financer. Il faut faire... Non, vous allez mettre de l'argent. Vous allez mettre de l'argent. C'est la mairie qui doit payer. Oui, mais parce que moi, je veux des sous. Eh bien oui, vous avez raison de vouloir des sous, madame. Non, on n'a pas entendu sur... Madame Biaggi. Madame Versini termine. Attendez. Madame Versini, vous terminez, et après Solange Biaggi, qu'on n'a pas entendu sur cette thématique-là, s'il vous plaît. Non, Patrick Menucci, non. Président Macron, il y a 15 milliards pour développer les compétences au niveau national. Il y aura une partie, forcément, qui sera attribuée à Marseille, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire développer les compétences? Parce qu'il n'y a pas que les primaires. Tout au long de la vie, il va falloir former les gens. Madame, c'est très important pour nous. Particulier, monsieur. Vous habitez à Aix, peut-être ça ne vous intéresse pas, mais nous, on est là. Moi, j'ai mon fils. Vous habitez sur la circonscription? Je m'excuse, oui, j'habite sur la circonscription, madame. 35 rue Sainte. Pourquoi vous avez un problème? Bon, voilà. Vous savez même pas où c'est la rue Sainte. Et mon fils va à l'école dans la circonscription. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect. Et alors, moi, je vous pose une question, mais j'ai du respect. Je vous pose une question. Comment vous financez les 40 à 70 classes qui sont nécessaires avec la proposition que je soutiens
que fait Alors, le président de la République monsieur Menucci, avec une non, municipalité monsieur Menucci, qui n'a pas les moyens Monsieur Menucci, on est trois pour essayer de mener le débat. Non, mais Est-ce qu'on pourrait... S'il vous plaît, laissez-nous mener le débat. Voilà. Non, mais c'est pas les Laurent Grollet pour... Laurent Grollet pour... Non, monsieur Menucci, s'il vous plaît. Voilà, on est trois pour poser des questions. Solange Biaggi, justement, vous êtes adjointe au commerce à Marseille. Au commerce, au centre-ville. Au centre-ville, vous êtes sans doute la mieux placée pour dire quelles sont les solutions, quels sont les leviers sur lesquels on peut encore appuyer. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que votre question, d'abord, je vous remercie de la poser, c'est emploi, précarité et, j'allais dire, logement. Moi, dans mon programme, c'est les 4 piliers que je veux travailler et que je veux travailler et porter de la voix de Marseille à Paris. Donc, parce qu'il y a précarité, pourquoi? Parce que souvent, quand vous allez dans la rue, on vous demande un logement et un travail. Donc, si vous n'avez pas de logement, il y a précarité. Si vous n'avez pas de travail, il y a précarité. Et après, moi, je veux travailler sur la santé parce que je suis ancienne pharmacienne. J'ai travaillé 20 ans sur le centre-ville et je connais, à Aucourt-Lyoto, qui est dans la circonscription, et je connais parfaitement le sujet. Ce que je voulais vous dire par rapport à l'emploi, moi, ce que je voudrais qu'on développe, c'est les formations. Parce que c'est vrai que les enfants, d'abord, pour le primaire. Pour le primaire, moi aussi, je trouve que la loi de M. Macron, s'il applique et qui dit qu'il faut dédoubler les classes, surtout dans nos secteurs, et nous, ça concerne 70 écoles, monsieur, mais dans le 3e arrondissement, 70 classes, pardon. Il n'y a pas que le 3e. Voilà, mais ça concerne quand même le 3e, elles sont toutes à 100% dans ce dispositif-là. Il faut que l'État, à ce moment-là, donne de l'argent à la ville de Marseille. Et je suis contente de l'entendre de la voix de Madame Versini, qui est dans Marche. Par contre, monsieur Menucci, votre loi qui a tué les enfants du 3e arrondissement, que vous avez Non, mais c'est vrai, demandez avec Monsieur Payon, quand vous avez soutenu Vincent Payon et vous avez soutenu ces rythmes scolaires qui ont coûté 23 millions d'euros par an à la ville de Marseille. Et surtout, on commence à les changer, Madame. Voilà, mais heureusement. Et moi, ça, et vous étiez avec moi, avec la ministre Najat Belkacem, à Bellevue, avec Vérature, une directrice d'école. On parle ici des rythmes scolaires, Madame Biaggi. Parce que là, on ne comprend pas. Sur les rythmes scolaires. On est sur les rythmes scolaires. On fait un tour de table sur les rythmes scolaires. On sait que le président Macron veut laisser la possibilité aux maires de décider pour leur commune très rapidement. Laissez-moi. Oui. Alors rapidement. Et après, je veux. Une fois que j'arrive à parler. Voilà. Et je veux qu'on parle de ça. Je ne confonds pas du tout. Ce que je sais, c'est que dans mon programme, l'éducation, c'est prioritaire et c'est fondamental, surtout pour le primaire. Et que je veux que, si je suis députée, je défendrai ce dossier et j'irai chercher l'argent à Paris. Tour de table, parce que l'important, c'est Marseille et c'est notre circonscription. Votre point de vue sur les rythmes scolaires, très rapidement, après on passe à une troisième et dernière thématique, qui est la thématique de la sécurité. Je voulais finir sur le logement. Sur les rythmes scolaires, le président Macron a dit qu'il laisserait c'est plus le sujet, on était sur la possibilité de la compétence des maires, on parle des écoles. Est-ce qu'il faut revoir ou laisser le système tel qu'il est, à Marseille en particulier, les rythmes scolaires? Jean-Luc Mélenchon, très rapidement s'il vous plaît. Très rapidement, en plus, ce n'était pas le sujet, mais je peux vous répondre. Je suis hostile à cette réforme. Je suis hostile à... Pardon, je vous en prie. Parler des écoles, donc bon, d'accord. On n'est pas hors sujet. Voilà. Non, mais si, on est hors sujet parce qu'on n'a pas encore eu le temps de dire que comment on va régler le problème de précarité, notamment dans l'enseignement et les parents qui ont du mal à placer leurs enfants à l'école ou qui les voient en surnombre, quand le gouvernement qui est en place prétend qu'il va retirer 120 000 fonctionnaires. Alors il dédouble certaines classes, mais sur le dos des autres. C'est ça qui est prévu. Je pense que ça, les citoyens, au moment de voter, doivent le savoir. Maintenant, je vous réponds franchement, je suis contre cette organisation des rythmes scolaires, de la même manière que je suis contre l'individualisation des programmes d'un collège à l'autre, question que nous ne posons pas actuellement, mais qui est prévue dans la réforme du gouvernement précédent qu'a approuvé M. Menucci, avec lequel je suis en désaccord. Je ne suis pas d'accord pour que 20% du temps scolaire soit à la discrétion du chef d'établissement. Je veux que tous les enfants de France apprennent de la même manière les mêmes choses partout. Merci. Sur le rythme scolaire, Corinne Versini. Sur le rythme scolaire, c'est un peu comme beaucoup de choses dans le programme de notre président. Nous avons, à un moment donné, des décisions à prendre au niveau local. Ces décisions ne peuvent pas se prendre dans un bureau parisien. Et nous devons...
parce que les décisions locales sont parfois différentes. Je suis désolée, la réalité du terrain n'est pas partout la même. Le temps scolaire, les gosses ne sont pas les mêmes partout. Non, monsieur Mélenchon. Ici, ils sont plus pauvres, ils ont besoin vous aurez la d'être un parole. peu plus Vous aurez la soutenus. parole, vous pourrez vous exprimer sur cette question-là, Patrick Mennucci. Donc, Corinne Versini. au niveau du terrain, nous étudions à chaque fois au cas par cas les rythmes scolaires et que ce soit la mairie qui décide, parce que c'est elle qui finance. Donc, c'est à la mairie de décider. Solange Biaggi. Moi, je suis pour une éducation prioritaire et je suis que pour... alors, c'est un sujet national, l'éducation, c'est un sujet national, et surtout pour le primaire, que les enfants, ils sachent... quand ils arrivent en 6e, lire, écrire et compter. Donc je voudrais enlever, si je suis députée, travailler pour enlever cette loi sur les rythmes scolaires et faire du soutien scolaire, surtout dans ces arrondissements. Et je demanderai à l'État qu'il nous soutienne financièrement parce que Marseille a besoin de cet argent pour agrandir les écoles et surtout dans cette circonscription. Et c'est ça ma voix de Marseille à Paris. Madame Marty. Oui, on voit les limites, on a vu les limites de ces rythmes scolaires sur notamment cette circonscription. Je pense que ça ne fonctionne pas. Je suis plutôt pour remettre l'école avec des fondamentaux, un enseignement de fondamentaux et ne pas laisser à la discrétion des maires la décision sur une éducation qui est dite nationale. Et je pense que les mairies ne sont pas en mesure de financer et d'avoir une philosophie sur l'éducation nationale. Tous les enfants doivent avoir les mêmes possibilités, les mêmes chances pour apprendre. Et l'on voit que dans nos arrondissements, sur cette circo, ils n'ont pas les mêmes chances. Justement, dans ces cas-là, il faut plus les soutenir. Alors, le but, oui, c'est ça. Mais pas en laissant donc aux maires d'essayer de voir et de mettre des financements qui n'aboutissent pas. L'intervention de Mme Biaggi est absolument délirante, excusez-moi, mais nous savons tous que M. Gaudin a mis 2 ans à mettre en place la réforme des TAP, qu'il n'a pas voulu le faire, que ça a duré des années et des années avant qu'on puisse les avoir. Parce qu'il a du bon sens, monsieur Gaudin. Et qu'aujourd'hui, il a fait appel. Aujourd'hui, il a fait appel à des associations dont beaucoup sont sérieuses et d'autres le sont un peu moins. Et il y a donc un désaccord parce que dans le sud de la ville, les choses se passent plutôt bien. Et puis dès qu'on va dans les endroits comme chez nous, où il y a de la pauvreté, où il y a de la difficulté, ça se passe pas très bien. Alors, vous êtes le député oui, mais le député, il est pour rien, c'est la mairie, madame. Mais non, mais pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher de l'argent. Thématique à aborder, la question de la sécurité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Jean-Luc Mélenchon, quand il a dit l'autre jour, la question de l'éducation, c'est la même ici et ailleurs, il voit là dans le débat, il le touche, que c'est pas exactement la même chose. Parce que vous ayez le maire de Fos-sur-Mer ou le maire de Salon, je prends justement des positions politiques différentes, qui appliquent avec vraiment une grande volonté l'éducation, parce que pour eux c'est essentiel. Alors les choses se passent bien. Mais quand vous avez une municipalité comme la nôtre, dont le budget éducation est le même que celui de la ville de Toulouse, avec 2 fois moins d'élèves, et la ville de Toulouse est une... Vous savez qu'il met 40 millions par an pendant 3 ans, qu'on a mis 40 millions. Bien sûr qu'elle existe, mais elle est liée aussi à la mise en œuvre locale par une municipalité qui n'a absolument aucune... Merci. On passe à la 3e thématique, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Terminé. Alors, ce n'est pas la circonscription ou le thème de la sécurité. C'est pas les municipales, bon Mélenchon. Mais normal, moi je salue les autorités C'est locales. le salut républicain, Patrick Mennucci. C'est le salut républicain. C'est dommage parce que ça aurait été une chose que vous auriez pu faire. On va passer à la 3e thématique. Compte tenu de l'état de propreté. Ce n'est pas la circonscription où le thème de la sécurité est le plus présent, monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Il n'empêche qu'il y a... Non. Patrick Mennucci, monsieur Mélenchon, madame Biaggi. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très aimablement et très courtoisement. Est-ce qu'on peut reprendre la main sur le débat, s'il vous plaît? On ne vous entend pas. Merci. S'il vous plaît, il nous reste une thématique importante à aborder, c'est celle de la sécurité. Minutes d'émission. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. Non, on essaie juste de reprendre la main sur le rythme de l'émission. Alors, ce n'est pas la circonscription où je suis arrivé, où le thème de la sécurité est le plus présent. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de monde dans le centre-ville de la cité phocéenne, beaucoup de touristes. C'est un endroit qui est placé sous très très haute surveillance. Et vous en pensez quoi? Eh bien, nous vous avons posé la question. Écoutons vos réponses.
Y a-t-il des problèmes de sécurité? Si oui, lesquels? Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas une demande de reconnaissance. Non, il y a juste peut-être beaucoup d'incivisme. Ça oui, avec les motos sur les trottoirs, des choses comme ça, qui sont eux aussi des problèmes d'insécurité. C'est plus de l'éducation qu'il faudrait et donner plus d'argent à l'éducation plutôt qu'à la sécurité. Il vaut mieux ouvrir des écoles qu'ouvrir des prisons. Moins d'incivilité et davantage de propreté. La police de proximité, pourquoi pas, moi, restaurer un peu du dialogue, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, être fliqué de partout, non. J'ai jamais eu de problème, en tout cas, ici. Et faut faire attention comme partout. Et c'est juste que Marseille, c'est parfois un stéréotype, le danger, en fait. Alors on vient de le voir, la sécurité c'est d'abord des préoccupations du quotidien pour ces Marseillais qui ont pu s'exprimer. Jeanne Marty pour le Front National, si vous êtes élu député de cette circonscription, vous prônerez par exemple plus de policiers car ça assure plus de sécurité. Vous serez aussi pour le prolongement de l'état d'urgence comme c'est d'actualité? Alors vous savez déjà que mon mouvement, et à travers ma voix, c'est tolérance zéro pour tous les délits. Voilà. Donc ensuite, pour la prolongation de l'état d'urgence, oui, parce que nous voyons que visiblement nous y sommes encore et nous avons encore des mauvais jours devant nous, grâce ou plutôt à cause des différentes politiques qui ont été menées jusqu'à présent. Nous sommes aussi pour certaines mesures pour éviter cette radicalisation qui gagne du terrain et surtout dans la 4e circonscription. On a pu voir dernièrement la descente de police rue de Crimée où il y avait des terroristes donc qui avaient énormément d'explosifs. Je pense que notre circonscription et surtout dans le 3e arrondissement notamment, la radicalisation se propage à vitesse grand V. Nous avons 3 mosquées radicalisées tout autour, ne serait-ce que de la Belle de Mai. Je pense que bien sûr le terrorisme, je vous vois hocher la tête, Monsieur Menucci, non, je n'ai pas oui. Cette information, écoutez, moi je me renseigne, oui, je peux vous donner même les adresses et donc on le voit que sur cette circonscription-là, à cause sans doute de la paupérisation, ça fait le creuset de cette radicalisation. Jean-Luc Mélenchon, dubitatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Plus de policiers. Bon, on va bien sûr, tout le monde va dire plus de policiers. Mais vous aussi dire, oui, il en faut. On a dit 10 000, je crois qu'on est à peu près tous calés sur le même chiffre. Mais franchement, il vaudrait mieux qu'on profite de cette circonstance pour approfondir le regard. Premièrement, l'état d'urgence ne sert qu'aux alentours de l'événement. Sinon, ça ne sert à rien dans la lutte pour la sécurité, les spécialistes le disent tous. Et surtout, ce qui serait dramatique, c'est de transformer les dispositions de l'état d'urgence en droit commun, c'est-à-dire la possibilité pour le préfet lui-même de décider une perquisition, etc., etc. Ce que prévoit le gouvernement Macron. Mais encore une fois, même je laisse ça de côté. Nous avons des règles, il faut aller au point faible. Là où nous sommes faibles encore, sans incriminer qui que ce soit. Première règle, rester solidaire en toutes circonstances et ne pas taper sur le pouvoir dans cette lutte-là, quel qu'il soit de droite, de gauche, peu importe. On doit rester solidaire autour des services. Deuxièmement, donc ne pas se diviser, ne pas diviser la population. Ça, ce seraient nos points faibles. Et surtout, ne pas céder à l'ennemi en diminuant les libertés publiques. J'ai plus que 2 points, ça va aller vite. Allons au point faible. Notre point faible, c'est le trafic des armes. Il doit être puni beaucoup plus lourdement. Là où c'est 5 ans, je propose 10 ans. Deuxièmement, c'est la douane. La douane joue un rôle central et tout le monde l'oublie dans ce pays. La douane ne contrôle qu'un colis sur 1000 dans les ports français. Donc il faut renforcer la douane pour couper les circuits de trafic des armes et renforcer la police financière pour couper le trafic financier qui est en amont de l'action terroriste. Voilà ce que j'ai à dire et je crois que c'est assez complet pour que tout le monde le comprenne. Sur ces questions-là, Madame Versini, effectivement, Jean-Luc Mélenchon vient de le dire à l'instant, le gouvernement prévoit une transposition des règles de l'état d'urgence dans le droit commun, c'est-à-dire la possibilité donnée au quotidien au préfet de procéder à des perquisitions, d'assigner des gens à résidence. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais ça dépend du délit, c'est juste ça. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de police de proximité. Parce que on n'est pas dans la police de proximité, là. Nous sommes sur sur le terrorisme, il y a une task force. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut effectivement parfois prendre des décisions rapides. Et ça, sans le juge.
quand vous avez des problèmes de terrorisme, je pense qu'il y a des mesures d'urgence. Et après, le juge est apte à continuer une garde à vue ou pas. Mais ça, c'est normal. Quand une perquisition a lieu, madame, elle est faite. Oui, le juge antiterroriste, ça existe, c'est la liberté. C'est normal, et c'est comme ça qu'il prend parfois des explosifs, et c'est comme ça qu'on peut... Mais l'état d'urgence est un état d'exception qui deviendrait la règle. Mais quand le terrorisme, c'est toujours un état d'exception. Et malheureusement, le terrorisme est là, et effectivement, il faut lutter contre le terrorisme. Les assignations à résidence, elles ont touché surtout des militants syndicalistes et écologistes. 90%. Madame Bersini, s'il vous plaît. Voilà. Donc après, il faut laisser la police faire son travail. Je pense qu'on ne peut pas applaudir les policiers quand ils vont au Bataclan et puis les critiquer quand ils encadrent une manifestation. Ça, c'est clair. Et donc, nous, ce qu'on voudrait développer surtout, c'est la police de proximité, parce que la police de proximité est au courant de tout dans les quartiers. Et c'est dommage qu'elle ait été supprimée par M. Sarkozy. Elle ne faisait pas que jouer au foot. Quand elle a été supprimée, l'année d'après, justement, à Toulouse, dont vous parliez, il y a eu une augmentation de 48% des délits. C'est pas normal. Donc, il faut vous pouvez absolument... trouver les mêmes chiffres là où vous êtes candidate. Mais bien sûr, c'est pareil. Mais je ne les ai pas exactement. Comme je veux être précis, que vous alliez me reprendre. Merci, M. Menucci. Donc, voilà, il y a eu des augmentations des délits partout, de toute façon. De quoi vous parlez, quand si on ça a vous dérange supprimé pas. Exactement, parce que c'est la question. Attendez, non. Il explique. Alors, Madame Non, voilà. Donc, moi, je pense que de rétablir la police de proximité et d'appliquer toutes les peines et de ne pas envoyer en prison pour des petits délits, parce que la prison, c'est l'école des caïds. Il ne faut pas envoyer en prison pour des petits délits, il faut juste appliquer des peines et des amendes. Et là, effectivement, la police aura le droit d'appliquer la peine directement, puisque ce sera une amende, comme on le fait dans le Code de la route. Donc, ce sera fait pour les petits délits. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et on peut même faire des travaux d'intérêt généraux, parce qu'à ce moment-là, on peut demander à ce que notre ville soit plus propre, finalement, puisque faire un travail d'intérêt général, en nettoyant les rues, ce serait quand même une bonne chose, plutôt que d'envoyer des jeunes en prison où ils apprennent à devenir de vrais délinquants. Les temps ont changé, on le voit bien. Est-ce qu'il faut, par exemple, parmi les mesures sécuritaires, armer systématiquement la police municipale partout en France ? Le seul souci, c'est qu'il faut qu'ils aient la formation adéquate pour manipuler des armes. Parce que quand on manipule une arme, ça ne se fait pas comme ça. Donc la police nationale est formée pour ça. La police municipale, je ne crois pas. Alors, vous évoquiez à l'instant même la police de sécurité quotidienne que veut créer le président de la République, avec des pouvoirs d'amende, notamment en matière de détention de stupéfiants. Est-ce que, Madame Marty, c'est quelque chose, vous, que vous imaginez, ou est-ce que la police n'est pas là pour ça ? Non, je pensais, quand Madame Versini parlait, que de ne pas envoyer en prison pour des petits délits, donc on peut peut-être leur taper sur les doigts en disant vous ne recommencerez plus. Je ne pense pas qu'on peut régler la petite, entre guillemets, délinquance que l'on vit dans cette circonscription au quotidien. Ça devient une délinquance très agressive. En général, les derniers chiffres donc les amendes ne suffiraient pas. Non, c'est 60% des délits qui sont commis par des mineurs. Donc, bien sûr, ne pas les envoyer dans les mêmes prisons, mais je vois mal comment leur faire... payer les parents, vous verrez que ça va... Je ne pensais pas à des prisons comme il y a en ce moment, mais peut-être donc de construire d'autres prisons. 40 000 places supplémentaires, voilà, par exemple, et arrêter de penser qu'il suffit juste un petit rappel à l'ordre, et je vous répète, de leur taper sur les doigts pour qu'ils ne recommencent plus. Voilà, parce que c'est le creuset, on fait là le creuset d'une délinquance future, où l'on voit des trafics dans nos cités, on voit des trafics se développer, on sait très bien que ces jeunes-là sont de nouveau dans la rue et qu'ils participent, alors bien souvent contre leur gré au départ, je suis entièrement d'accord, mais qu'ils participent à ces trafics de drogue. Monsieur Mélenchon parlait tout à l'heure de la délinquance financière, etc. Il y a aussi sur notre circonscription une immense délinquance liée au trafic de drogue. Donc je ne pense pas que ce genre de pénalité suffirait. Expulser les trafiquants de drogue de leurs logements sociaux. Hein. Ça fait partie du... Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous souhaitiez qu'on parle tout à l'heure, quand on a évoqué la précarité des logements, alors on peut parler à la fois de logement et de sécurité. Moi, je parlais des logements. Une solution. Voilà. Je parlais des logements. Si vous voulez, l'insécurité. Logements sociaux. Voilà. L'insécurité pour la sécurité dans ces quartiers, je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'insécurité au quotidien, où là, on peut, j'allais dire,
pouvoir avoir, bon, c'est pas mal, les travaux d'intérêt généraux, c'est peut-être bien, mais il faut remettre aussi l'éducation civique dans les écoles. Je pense que ça aussi, c'est important, parce que c'est des petits délits. Après, pour les grands trafics, s'il faut avoir une police un peu plus, et mettre de l'argent dans la police nationale, et moi aussi, je suis pour la police de proximité, je pense que c'est important. Déjà, à Marseille, dans notre ville, on a quand même doublé le nombre de policiers municipaux. On les a, en 10 ans, on les a armés, on a mis des caméras de vidéosurveillance. Donc, on est déjà au travail sur ça, sur la police municipale. Après, la police nationale, s'il faut augmenter, moi, je suis pour aussi, ça, je rejoins Madame Versini, je suis pour la police de proximité. Parce que je vous donne un exemple majeur. Porte d'Aix, il y a toutes ces sauvettes qui mettent la pagaille et c'est ça. On a demandé au préfet, j'ai demandé au préfet de mettre une voiture avec ça. Là, c'est calme et c'est tranquille. Voilà ce que je voulais savoir dire. Et les logements sociaux, vous voulez que je parle sur les logements ou pas? Les logements, c'est important d'en faire. Et le HLM, c'est pas la fin. Si on a le temps d'y reviendra, il vous reste 1 minute à peu près chacun. On va faire un tour rapide, on va rester sur les problèmes de sécurité. Dans effectivement la loi qui sera proposée, il y a ce pouvoir donné aux policiers de donner des amendes pour les détentions de stupéfiants. Patrick Mennucci, vous avez un avis contraire. Vous prônez la légalisation du cannabis. Permettez-moi, je veux dire quelque chose. Je ne voudrais pas que ce débat se termine sans qu'on ait dit quelque chose quand même. Madame, vous venez d'indiquer qu'il y avait dans le 3e arrondissement 3 mosquées radicalisées. Moi, je pense aux gens qui sont aujourd'hui musulmans et qui se disent de quoi on parle. Et je veux le dire là, publiquement. Madame, ce n'est pas vrai. Madame, ce n'est pas vrai. Madame, non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Et nous avons d'ailleurs, Madame, nous avons d'ailleurs notre préfet de police, Monsieur Nunez, qui vient d'être à l'instant nommé directeur de la DGSI. Croyez-moi, il a fait un travail, un travail remarquable. Il vous reste 30 secondes pour répondre à la question. Il a raison de dire si c'est vrai. Il a dit, mais on peut passer aussi à la question qui est posée. Répondre à la question qui est posée. Un débat de cette importance qui va être vu dans la France entière, en laissant dire des balivernes pareilles. Vous avez corrigé, vous avez exprimé votre opinion. Y compris pour ceux qui ont cette croyance, ce n'est pas vrai. Alors moi, je le rétablis. Il y a des endroits où il y a eu des interventions de la DGSI. Ce n'est pas là où vous le dites. Donc voilà. Après, sur la question du cannabis... Très rapidement, 10 secondes. Moi, vous connaissez ma position. Je pense que les amendes, ce n'est pas une solution. Moi, je suis favorable à un travail de légalisation totale avec un système financier, avec des agriculteurs. Ça se voit que vous n'avez pas été 20 ans... Madame Versini, sur cette question. Non, stop. Monsieur Mennucci, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'il n'y a pas que Madame Versini sur cette question. Il y a des gens qui font d'autres... Madame Versini, Monsieur Mennucci. Madame Versini sur cette question et après Monsieur Mélenchon, Madame Gabier et Madame Marty. Rapidement. Sur les questions des amendes? Non, sur la question de la légalisation ou pas du cannabis. D'accord. La légalisation, ça c'est une question à mon avis qui est extrêmement délicate et qu'il va falloir étudier en profondeur parce qu'il y a des pour, il y a des contre. Et je pense qu'il faut vraiment écouter les experts. Il y a des risques de dérive si on légalise et on voit qu'aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée. Donc à un moment donné, c'est clair qu'il va falloir prendre une décision, mais il faut d'abord étudier le dossier vraiment à fond. C'est d'ailleurs ce qu'on demande, l'ouverture du débat. Dans ce débat-là, Madame Marty, la légalisation pour ou contre? Attendez, Monsieur Mélenchon, on laisse répondre Madame Marty par oui ou par non et on revient. Merci. En tant que travailleur social, je vous dis que je suis contre parce que ne serait-ce que la première étape, c'est que les publics concernés par cette pratique, lorsqu'il y a la loi qui intervient, on peut leur donner une injonction de soins. Et ne serait-ce que pour ça, je pense que dans notre système, il faut le garder. Voilà. Il y a 7 millions de consommateurs. Madame Biaggi. 7 millions. Moi, je suis contre la légalisation du cannabis, mais c'est vrai que humainement, parce que moi, je l'ai vécu au quotidien pendant 20 ans, dans ma pharmacie, au cours Lyoto, dans une circonscription, dans ce secteur qui est difficile. Et je sais les dégâts que ça fait, surtout sur les enfants de 15 à 22 ans. Après, si vous fumez du cannabis à 30 ans ou 40 ans, tout le monde s'en fout parce que ça n'atteint pas le cerveau. Mais entre 15 et 22 ans, c'est très important. Donc c'est pour ça que je suis contre. Maintenant, travailler avec des experts pour dire comment il faut encadrer les choses, je suis d'accord. Mais pour le moment, merci. Ça fait partie des thèmes. Bon, attendez, je vais abuser. Partagé avec Patrick Mennucci. Oui, je vais abuser de la situation. On ne terminera pas un débat
sur la délinquance, sans dire que la première délinquance qui coûte le plus à tout ce pays, c'est les tricheurs et les fraudeurs à l'impôt qui nous escroquent 85 milliards par an. Et si tout le monde payait sa cotisation, il n'y aurait pas de déficit dans le budget de l'État. Je veux quand même le rappeler. Ils sont sans Donc doute pas le très nombreux dans cette renforcement. circonscription. Ah ouais, mais pardon. Ils sont sans doute pas très nombreux dans cette circonscription. Sans doute, monsieur ne sont-ils pas nombreux parce qu'ils n'ont pas besoin d'être nombreux pour voler beaucoup. Et ce n'est pas le problème de là. Merci beaucoup. Top, top, top. Non, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. C'est que Terminé. Pop, pop. Non, mais c'est fini. nous parlons. C'est fini. C'est fini. Monsieur Mélenchon. Je parle de la fraude Non, fiscale. non, Et ce monsieur me dit, ils ne sont pas nombreux dans la circonscription. Il y aurait Merci donc à beaucoup. apprendre que C'est terminé. un L'émission est problème terminée. national. Merci à tous les 5 d'avoir Merci. accepté notre invitation pour ce débat exclusif France Bleu Provence, La Provence et France 3 Provençal. Merci Lilian. Merci. Merci Laurent. Merci Thierry. Voilà, je vous rappelle qu'il y a 20 candidats qui se présentent donc sur cette 4e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, une circonscription qui, je vous le rappelle, concerne le centre-ville de la cité phocéenne, les premiers 2 et 3e arrondissements, et puis partie des 5e et 6e arrondissements de la cité phocéenne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour un autre débat entre 2 tours, évidemment, mais je vous rappelle que le premier tour des élections législatives, c'est dimanche prochain. Allez voter. Merci à tous les 5. Merci beaucoup.